Sous des aspects parfois burlesques, Jean-Luc Mélenchon est le signe d'une dérive de la gauche qui, passée d'une intransigeance républicaine à l'opportunisme communautaire, fait courir à la France de grands dangers. Les attentats du 7 octobre, à ceux qui ne l'ont pas remarqué, auraient servi de révélateur flagrant lorsque Jean-Luc Mélenchon refusa de reconnaître le caractère terroriste de l'attentat du Hamas. Alors c'est la thèse que défend Éric Nolot, qui fustige le camarade Mélenchon, qui aime aussi les caméras, faut-il le dire. Car non, c'est un le personnage. c'est intéressant. Oui, voilà, exactement. C'est un homme de télévision, c'est un homme qui remplit un certain usage sur le théâtre médiatique. Et même si son étoile pâlit quelque peu, il est quand même le signe d'une évolution du monde politique qui n'a pas manqué d'être remarqué par Éric Nolot. Alors bonjour Éric Nolot. Bonjour Louis Dauphren. Alors, Et bonjour à tous. La République, c'était lui. Bon, ça c'est sa phrase. Oui. C'est déjà lui qui en est l'auteur. Oui, c'est une phrase au passé. C'est ça qui est intéressant parce qu'il faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon a été la République. C'était un homme, moi, pour lequel j'avais de l'estime. Pas de l'admiration, n'exagérons pas, mais de l'estime. C'était quelqu'un, une personnalité de gauche dans laquelle je me reconnaissais. Je reconnaissais ma gauche. Jusqu'à quelle période ? Eh bien, jusqu'à ce qu'il brade tous ses idéaux et tous les idéaux de la gauche pour aller à la pêche aux voix islamo-gauchistes. Alors, en fait, le grand basculement quand même, il y a plusieurs points de basculement, mais le principal, c'est quand même le grand défilé contre l'islamophobie aux côtés de la fine fleur de l'islamisme français. Là, je crois que les choses étaient dites. Et si vous voulez, mon livre, c'est un livre de colère et c'est un livre d'inquiétude, de colère, parce qu'en effet, il a bradé tous ses idéaux, la laïcité, la République, l'antitotalitarisme, tout ce à quoi je tiens en tant qu'homme de gauche. Et puis un livre d'inquiétude, parce que j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est même une certitude, qu'il n'y aura aucune limite chez M. Mélenchon et ses amis pour ce qui concerne la compromission avec l'islamisme. Les premiers commentaires sur les pogroms qui ont eu lieu le 7 octobre dans le sud d'Israël étaient totalement indignes. Mais c'est révisé quand même. C'est révisé, mais écoutez, il y a des réflexes. Il y a un moment, si vous voulez, le meurtre dans des conditions effroyables de 1100 personnes, on arrête. On arrête de faire de la politique aérie, on arrête d'aller à la pêche aux voix dans les quartiers islamisés, on dit que c'est un pogrom et ensuite on peut discuter d'autre chose. Mais là, il y a quelque chose qui s'est rompu définitivement et malheureusement, on en est arrivé au point où l'antisémitisme est devenu maintenant l'outil principal de conquête du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. Il faut quand même prendre la mesure de ce que ça signifie dans la France de 2024, un parti qui prend l'antisémitisme comme vecteur principal de conquête du pouvoir. Je trouve que l'heure est grave et je trouve qu'on ne la prend peut-être pas assez au sérieux. Alors Éric Nolot, je ne vous ai pas suffisamment présenté. Aujourd'hui, vous êtes sur CNews et vous êtes au JDD. Est-ce que vous-même, vous, l'homme de gauche, vous n'avez pas basculé non plus dans un autre camp ? Moi, j'ai l'impression, j'ouvre d'ailleurs ce livre de manière un peu ironique, un peu humoristique, j'ai l'impression d'être dans un train qui est resté à l'arrêt, c'est-à-dire à l'arrêt dans les valeurs de gauche. Et j'ai vu l'autre gauche s'éloigner sur la voie parallèle et se perdre, et même dérailler. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est très simple. Ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, c'est-à-dire qui occupe le centre de l'échiquier à gauche, c'est ce qu'on appelait autrefois l'extrême gauche. Et donc, la gauche aujourd'hui porte tous les travers et tous les péchés de l'ancienne extrême gauche. L'agitation permanente, le fantasme révolutionnaire, l'antisémitisme, qui est une grande tradition de gauche. Alors évidemment, comme il y a eu des événements historiques considérables au XXe siècle, on a oublié, il y a l'antisémitisme de droite qui a recouvert l'antisémitisme de gauche, mais il existe depuis très longtemps. Il était illustré par des figures comme Jaurès, figurez-vous, qui était quand même anti-Dreyfusard et qui tenait des propos sur les Juifs incroyables, et même Marx. Bon. Donc, en fait, tous ces travers de l'extrême gauche, maintenant, sont portés par la gauche qui prétend arriver au pouvoir, qui est incarnée par M. Mélenchon. Moi, je suis resté fidèle à mes valeurs. Je crois à la laïcité, je crois à l'universalisme, je crois à l'antitotalitarisme, je crois à la République. M. Mélenchon et ses amis n'y croient pas et sont prêts à échanger ça contre les voix islamistes. Quelles sont les figures, Éric Nolot, aujourd'hui, qui incarnent vos valeurs encore dans l'espace public ? Le problème, c'est un problème d'incarnation, en effet. Où sont-elles ? Elles ne sont pas encore là. On a des figures qui sont malheureusement qui ne parviennent pas à ce degré d'incarnation. Bernard Cazeneuve a essayé de représenter cette gauche. Ça ne marche pas parce qu'il représente une figure un peu vieillotte de la politique. Mais si vous voulez, c'est pas ça qui m'inquiète. Parce que comme nous sommes dans un régime présidentiel, on a un peu le travers de vouloir absolument trouver quelqu'un. Commençons d'abord par travailler sur les idées. Définissons un nouveau corpus de gauche. Et ensuite, nous verrons qui peut l'incarner. Mais ne faisons pas l'inverse, en essayant de trouver un homme providentiel qui, tout d'un coup, représenterait nos idées. Quelles sont d'abord nos idées ? Nous sommes minoritaires,
mais je vous rappelle que du temps de l'Union soviétique, les dissidents étaient minoritaires, c'est quand même eux qui ont fini par l'emporter. Mais un corpus de gauche dans des médias de droite, c'est quand même compliqué, Éric Nolot, pour vous? Ben non, c'est à gauche que c'est compliqué. Vous verrez que ce livre ne sera recensé ou même mentionné dans aucun média de gauche. L'intolérance est maintenant passée à gauche. Le JDD, j'écris ce que je veux, quand je veux. CNews, je dis ce que je veux, quand je veux. Je n'ai jamais Ils disent été... tout ça, hein, tous les chroniqueurs disent ça. Écoutez, ça doit être vrai. Moi, je n'ai jamais Oui, été... mais quel que soit le média. Ben non, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la doxa. Et je peux vous dire que dans certains journaux, il est absolument impossible d'aller contre la doxa. Il est impossible d'aller contre la doxa à Libération. Pardonnez-moi, regardez, je suis abonné à Libération, je suis abonné au Figaro, je suis abonné à des tas de journaux. Je vous dis simplement que l'ouverture d'esprit est passée à droite et que la fermeture d'esprit est passée à gauche. Moi, je n'ai jamais été en présence de M. Bolloré. M. Bolloré, nous n'avons jamais eu aucune conversation. J'écris ce que je veux. Parfois, c'est classé vraiment très à gauche. On me laisse m'exprimer. Je ne peux que constater que ce n'est pas la même situation à gauche. À quoi attribuez-vous le raidissement du côté du camp de l'ouverture? Puisque logiquement, ça devrait être le camp de l'ouverture d'esprit. Et la droite devrait être le camp des intérêts de la bourgeoisie qui se referme sur elle-même. Non, la gauche est devenue le camp de la fermeture pour une raison très très simple. C'est que la gauche... il faut bien s'entendre sur les mots. Hein. Quand je dis la gauche, j'ai l'habitude de cette fausse gauche de l'appeler la gauche. Vous savez, géo, accent circonflexe. Cette gauche, en fait, se raidit, se ferme, se barricade. Pourquoi? Parce que la réalité ne cesse de démentir son idéologie. Regardez ce qui se passe à l'école. Pendant des années, quel a été le slogan? Le niveau monte. Or, le niveau s'effondre. Pas une vue de l'esprit. Il y a des classements très officiels, ça s'appelle les classements PISA. Le niveau de scolaire s'effondre. Quel a été l'autre slogan? Parce que l'école, pour moi, c'est la mère de toutes les batailles. Donc, je me permets d'insister. Pas de vague. Vous avez vu ce que c'est que le pas de vague? Maintenant, c'est un proviseur qui, quand il est menacé, eh bien, ce n'est pas l'élève qui quitte l'établissement. Enfin, si, elle a quitté l'établissement d'elle-même en disant « je suis passé à autre chose », ce qui est quand même magnifique. Mais c'est un proviseur qui dit « je ne me sens pas en sécurité, je mets fin à ma carrière ». Qui aurait cru ça il y a 10 ans, il y a 20 ans? Qui aurait dit qu'en France, pas dans une région périphérique, voilà, en plein cœur de Paris, un proviseur dit « moi, je ne me sens plus en sécurité ». On nous a dit non, mais l'islamisme n'est pas un problème. Regardez les assauts incessants de l'islamisme contre l'école ou contre d'autres bastions de la République. Cette gauche a vécu sur l'idéologie, c'est une gauche qui s'est payée de mots. Maintenant, il faut qu'elle se paye autre chose, c'est la réalité qu'elle prend en pleine face. Maintenant, Éric Nolot, soyons cyniques, hein, la démocratie, c'est justement, et là aussi c'est un autre lapsus, mais qui se justifie, démocratie et démographie, ça va de pair. Puisque c'est du comptage électoral et du comptage de voix. On ne peut pas reprocher à un parti politique d'aller chercher les voix là où le nombre se trouve aujourd'hui. À n'importe quel prix? C'est ça mon problème. Ben oui, en fait. Non, pas au prix de la République. Dès lors que les gens votent dans un cadre qui est admissible, qui est celui du vote précisément et des urnes, vous pouvez aller chercher n'importe quelle voix. Est-ce que tous les moyens sont bons? Je ne le crois pas. Ben, les moyens de la conviction. C'est pas les moyens de la conviction, c'est la moyenne. Pourquoi n'irait-on pas chercher les voix des islamistes ou des musulmans en règle générale, hein, je mets des. Ah non, mais alors, attendez, les musulmans et les islamistes, c'est pas la même chose. Moi, je dis simplement que la France insoumise essaye de gagner les voix des islamistes. Alors, à n'importe quel prix. Oui, mais personne ne se revendique islamiste en soi, donc c'est difficile. Ah bah si. Oui, mais. Écoutez, regardez. C'est une étiquette infamante, c'est comme extrémiste, vous voyez. Mais non, prenons des islamistes revendiqués, à la fois parce qu'ils le revendiquent eux-mêmes et parce que leurs discours appartiennent sans conteste à l'islamisme, comme les imams Iqiyoussen et Majoubi. Tous les deux ont été soutenus par la France insoumise, qui trouve qu'il ne fallait pas les expulser, que la procédure était ceci, la procédure était cela. Que dit M. Iqiyoussen, que dit M. Majoubi? Ce sont des gens qui disent écoutez, moi je trouve scandaleux qu'une femme sorte sans son mari dans la rue, la place d'une femme est à la cuisine avec ses enfants. Vous trouvez que c'est un discours de gauche? Vous trouvez que ça correspond aux valeurs non seulement de gauche, mais de la France, que ça correspond aux valeurs de la démocratie? Mais parlons de vote musulman, ce sont des voix qui veulent chercher. Est-ce qu'il y a un vote musulman en France? Bien sûr qu'il y a un vote musulman. Donc, est-ce que c'est illégitime d'aller le chercher? Non, mais il faut s'adresser aux musulmans comme il faut s'adresser aux autres. Je vous dis, moi, que si vous confondez les musulmans et les islamistes et que vous ne cessez de caresser les islamistes dans le sens du poil de la barbe, eh bien, vous êtes indigne d'une démocratie comme la France. Et malheureusement, depuis plusieurs années,
l'actualité nous en fournit un exemple chaque jour. Monsieur Caron, qui est un des pires de la bande, dit qu'il n'aurait pas voté la loi sur le voile. Il est pour que l'école serve de cheval de Troie aux islamistes. Ces gens-là ne cessent de donner des gages, mais pas à l'électorat musulman, parce qu'on doit s'adresser aux musulmans qui sont des citoyens français, comme vous et moi. Vraiment, ça ne me pose vraiment aucun problème. C'est même bizarre d'avoir à le préciser. Simplement, quand vous draguez les islamistes, eh bien, vous êtes obligé de trahir vos anciennes convictions, celles de M. Mélenchon, et tout ce qui fait que la France est la France, nos valeurs, notre civilisation, notre culture. La question de la politique aujourd'hui, Éric Nolot, c'est y a-t-il encore ou y a-t-il jamais eu des convictions, à la vérité ? Moi, je le crois, et je ne suis pas un politicien. J'ai été plusieurs fois sollicité. Je ne m'engagerai jamais. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Pour être candidat ? Oui, pour incarner quelque chose, puisque vous savez, la gauche est tellement orpheline qu'on cherche des figures même aussi improbables que la mienne, parce que bon... Moi, si vous voulez, ce qui me rend heureux dans la vie, c'est plutôt de lire un livre de Huysmans avec mes chats sur les genoux et pas de courir les meetings le week-end. Donc, je suis vraiment pas le mieux placé, mais on me le demande. Lui aussi aura connu des basculements intérieurs importants. Très intéressant. Mais ça me le rend très cher pour ça, puisque c'est pas un homme de certitude, c'est un homme de doute, un styliste hors pair. Et moi, je trouve que la gauche doit faire un gros travail de reconstruction, ça prendra du temps, mais la première chose à faire, c'est de nous débarrasser de cette gauche égarée, de cette gauche dévoyée, de cette gauche indigne qui est LFI. La France insoumise, en fait, LFI, ça signifie la France indigne. Ce sont des gens indignes qui sont prêts à tout. Éric Nolot, si on refait un petit peu le film, c'est, me semble-t-il, mais peut-être allez-vous infirmer la chose, c'est la contre-campagne, ou c'est plutôt l'échec de la campagne d'Eva Joly en 2012 qui a permis l'émergence. Elle a fait 2,31 à l'arrivée à l'élection présidentielle de 2012. Jean-Luc Mélenchon a fait 11,10. Et il y a eu un basculement au moment, si on parle de basculement, au moment où on s'est aperçu que la campagne d'Eva Joly était une catastrophe et que la gauche n'aurait pas les réserves de voix que le second tour normalement offre au candidat qui est présumé être le président de la République, ou du moins le plus en mesure de l'être. Eh bien, c'est à ce moment-là que Jean-Luc Mélenchon, qui venait du parti de gauche et qui sortait plus ou moins de l'orbite du PS, s'est positionné et a réussi ce challenge de faire 11%, là où les écologistes ont fait 2%. Oui, à quel prix, encore une fois Mais si Eva Joly avait fait 10%, peut-être que Jean-Luc Mélenchon ne serait jamais sorti de la boîte. Oui, non, mais votre raisonnement se tient. Après, on peut prendre d'autres dates. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très, très important. C'est la note du think tank Terra Nova en 2011. Le think tank Terra Nova. Alors, rappelez les choses. Fait un constat très simple et d'ailleurs factuel. Dit le peuple vote mal. C'est-à-dire les classes populaires votent mal. Elles votent où ? Elles votent à l'extrême droite. Elles votent pour le Front National à l'époque. Donc, plutôt que d'aller les conquérir, parce que ces gens-là sont indécrottables, il y a quand même extrêmement un mépris incroyable dans cette note, il faut changer de peuple. Donc, laissons les prolos où ils sont, laissons-les à l'extrême droite. Nous, on va les chercher. Les minorités sexuelles, les quartiers dits sensibles, ça veut dire quartier islamisé si on s'abstient du politiquement correct, et puis toutes les minorités possibles. On va faire une coalition de gens d'ailleurs qui, normalement, ne sont pas faits pour s'entendre, mais peu importe, ça peut marcher à un moment. Et je pense que cette théorie, Jean-Luc Mélenchon l'a mise tout simplement en pratique. Donc il s'adresse d'une part aux wokistes, de l'autre aux islamistes, les seconds ne rêvant que d'égorger les premiers, mais ça viendra en son temps. C'est le côté presque comique, enfin si on aime l'humour noir, bien sûr. C'est le côté comique de l'affaire. Et je pense que c'est théorisé de manière extrêmement cynique. M. Coquerel a dit « nous a manqué 400 000 voix, on va aller les chercher ». Vous croyez qu'il va aller les chercher dans les quartiers du 16e arrondissement ? Non, on sait très bien où il va aller les chercher. Il va les chercher en banlieue. Et comme ce sont des gens qui votent assez peu dans ces quartiers dits sensibles, islamisés, il faut vraiment envoyer des signaux, des appels de phare vraiment très violents. C'est-à-dire que le Hamas, dans un premier temps, est un mouvement de résistance. Puis on explique aux gens des banlieues qu'en fait, ils ne vivent pas en banlieue, mais ils vivent dans la bande de Gaza. Ce sont nos Palestiniens, puis la France et Israël. Enfin, on pousse très très loin la chose. L'abaya, ça pose pas de problème, alors que M. Mélenchon disait que le voile était un vêtement obscène dans le temps. Il y a pas si longtemps, j'étais aux premières loges, c'était dans l'émission On n'est pas couché, où j'étais chroniqueur, il était à 1 mètre de moi, et j'écoutais M. Mélenchon dire « il y aurait une seule femme voilée en France, ce serait encore trop, etc. etc. » Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui. Tout va bien, on ne donne jamais assez de gages aux islamistes, il faut les laisser conquérir la République, l'imam Iqiyoussen est une victime, l'imam Majoubi est une victime, le Hamas est un mouvement de résistance. Ça ira jusqu'au bout, mais jusqu'où ?
C'est ça. Quel est le bout? Le bout, je vais vous l'expliquer. Ce sera de bordéliser le pays dans l'espoir que le second tour l'oppose à Marine Le Pen. Marine Le Pen, dans ce cas-là, l'emporterait haut la main. Et c'est parti pour 5 ans de bordélisation, d'émeutes, avec qui dans les rues? Avec les cellules dormantes islamistes qui seraient là, les petits voyous de banlieue que M. Mélenchon a soutenus pendant les émeutes. Il a refusé de condamner les incendies, etc., etc. Plus les petits bourgeois des Black Blocs qui se donneront des frissons à bon compte en allant casser du flic, puisque M. Mélenchon a expliqué que la police tue. Moi, je crois plutôt que c'est les dealers qui tuent, mais enfin, chacun son idée sur la question. Mais les villes votent aussi quand même pour la France insoumise. Les cœurs de ville, ils sont plutôt à gauche. Ils sont plutôt à gauche, mais regardez, c'est quartier par quartier. Tout ça, on est maintenant dans un vote Il y a une partie ethnique. de la bourgeoisie qui vote Mélenchon. Mais oui, mais écoutez, regardez, on a vu des scènes tout à fait intéressantes. On a vu de charmantes représentantes de la classe bobo sur leur bicyclette quitter un instant leur bicyclette pour arracher des affiches des otages détenus à Gaza. C'est intéressant. L'antisémitisme est maintenant devenu un antisémitisme bourgeois. Enfin, c'est pas nouveau. Les bourgeois ont toujours aimé se donner un petit frisson révolutionnaire. L'extrême gauche le leur fournit régulièrement. L'antisémitisme de gauche, c'est l'internationalisme à la portée des caniches enragés, dites-vous, en parodiant. C'est Philippe Muret qui disait. C'est Céline. C'est Céline, pardon. Voilà. Céline et... C'est une sorte de Céline moderne. Absolument. Il y a cette pensée un petit peu baroque qui caractérise quelques esprits libres auxquels vous rattachez, Éric Nolot, un peu. C'est-à-dire vous êtes un petit peu partout et nulle part, en fait. C'est un peu ça, insaisissable, inclassable. Là, je suis libre. Je me sens très libre, peut-être plus libre que je ne l'ai jamais été. Ça a un prix, parce que, évidemment, il ne s'agit absolument pas de me comparer, mais vraiment en aucune façon à ces géants. Mais j'observe que tous les gens de gauche qui se sont élevés contre les égarements de la gauche pro-totalitaire ont été vilipendés, persécutés. Alors c'est Camus, en premier lieu, Simon Less, Orwell. Tous ceux-là ont été traités de fascistes par une gauche. Regardez le tri qu'a fait l'histoire. Camus restera. Tous les turiféraires des régimes totalitaires sont déjà oubliés. Donc moi, je crois que l'avenir est à nous. L'avenir est à la vraie gauche. Pour l'instant, c'est... Mais pas à la droite, donc. Écoutez, j'ai été invité à un grand raout des Républicains au Cirque d'hiver, il y a quelques mois, pour débattre avec Mathieu Bock-Côté. Écoutez, je suis resté plusieurs heures, je n'ai pas entendu la queue d'une idée. Il n'y a pas la queue d'une idée à droite. Ils sont perdus. En fait, le seul programme de la droite, c'est d'essayer que les derniers électeurs ne se barrent pas d'un côté chez Le Pen et de l'autre chez Macron. C'est sauf qui peut, c'est un parti de notables qui n'a pas d'idée. Je les écoute régulièrement. J'ai plutôt du respect pour M. Bellamy, mais je l'écoute, je me dis, mais il ne mord pas sur la réalité. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Qu'est-ce qu'un programme de droite ? Je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Donc je ne crois pas à la droite, je ne crois pas à cette gauche égarée qui représente M. Mélenchon et ses amis. Je crois au retour d'une gauche authentique. Mais le temps est à nous. Time is on my side, chantaient les Rolling Stones, mes chers Rolling Stones. Il y a, Éric Nolot, une figure qui monte, semble-t-il, quand même à gauche pour les élections européennes, selon un dernier sondage qui a été communiqué récemment, puisque c'est pas plus tard que ce week-end. C'est Raphaël Glucksmann qui est évalué à 12%, 3 points de moins de mieux que par rapport au précédent sondage. Est-ce que ça, c'est le signe qu'il peut y avoir des présences un peu fortes entre Jean-Luc Mélenchon et la Macronie ? Faut prendre ces chiffres avec prudence parce qu'il s'agit des européennes qui est un scrutin tout à fait particulier. Ce dont bénéficie Raphaël Glucksmann, mais c'est tant mieux pour lui, c'est que là, il y a une offre pro-européenne de gauche qui est claire, puisqu'il est séparé de Jean-Luc Mélenchon et des autres. Donc, en fait, les gens de gauche qui se retrouvent dans des idéaux européens, il y en a quand même beaucoup, ont un candidat tout à fait naturel. Donc c'est normal que pour les européennes, ils se disent c'est pas la peine il n'y a pas de vote utile en réalité. On peut y aller franchement, envoyons un message, nous sommes de gauche et nous sommes pro-européens. Évidemment, ça se jouera de manière tout à fait différente pour la présidentielle. Mais enfin, écoutez, moi, je vais plutôt me féliciter que des voix de gauche se détournent de M. Mélenchon pour aller vers quelqu'un qui est quand même beaucoup plus respectable que lui. Qu'est-ce qui distingue Jean-Luc Mélenchon de Jordan Bardella sur la politique économique, par exemple ? Je pense que le Rassemblement national est plutôt un programme de gauche. En réalité, ils ont braconné sur les terres de la gauche. Mais je pense que la politique économique de M. Mélenchon n'a aucune importance.
Parce que si vous voulez, il s'agit d'envoyer des... Il ne veut pas arriver au pouvoir, M. Mélenchon. Il veut arriver au second tour et bordéliser la France. Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, quand vous êtes débarrassé du pouvoir et de la réalité, vous pouvez dire je suis pour la retraite à 45 ans et le SMIC à 10 000 euros. Ça n'a aucune importance. Donc, ce qu'il dit n'a aucune importance. C'est pas là où ça se joue. Ça se joue sur le côté sociétal et sur la complicité avec l'islamo-gauchisme. C'est ça le cœur de doctrine. L'économie, ça n'a jamais été son truc. Mais en face, du côté du RN, c'est un petit peu le même positionnement, mais Exactement. dans l'autre sens. Exactement. C'est deux formes de populisme que je rejette à part égale. Moi, je vous dis franchement qu'en cas de deuxième tour, je vote blanc. Emmanuel Macron est-il Mélenchon, populiste? Le Pen, je vote blanc. Emmanuel Macron est-il populiste à sa manière? Écoutez, j'aimerais bien qu'il soit populiste parce que ça lui ferait au moins une conviction, mais c'est un homme sans conviction. Regardez l'école. On passe de Blanquer à Ndiaye, on passe de Ndiaye à Attal à Oudéa Castéra, Oudéa Castéra à la catastrophique Madame Belloubet. Il n'y a pas de conviction chez cet homme. L'école, ça devrait être l'objet de tous nos soins. Il le confie à une laxiste. Belloubet, c'est le synonyme sous forme de nom propre du laxisme. Là, l'heure est à la reprise en main de l'école. Il y a des drames tous les jours. On en parlait tout à l'heure. Il y a un effondrement du niveau qu'on constate tous les jours. Ce qu'avait annoncé Gabriel Attal, qui était plutôt dans le signe de la reprise en main, dans l'esprit de la reprise en main. Oui, ça a duré 15 jours. Ça a duré 15 jours. Ensuite, il est passé à autre chose. Et ce qu'il a trouvé de bien à faire, c'est de dire que le ministère de l'Éducation nationale, dans un premier temps, c'était pas assez. On pouvait le combiner avec l'organisation des Jeux Olympiques. C'était le mandat qu'avait reçu Mme Oudéa Castéra. Enfin, écoutez, on est dans le foutage de gueule total. Je ne vous dis pas que résoudre les problèmes de l'école résoudrait tous les problèmes de la société. Je prétends que ça en résoudrait beaucoup. C'est par là que passerait une reprise en main de la société et qu'on reprenne enfin le fil de notre civilisation. On est en train de s'égarer dans la barbarie, qui est la barbarie de l'hyperviolence et la barbarie de l'ignorance. Nous sommes en train, de former, si j'ose dire, de déformer plutôt des générations d'ignorants et d'installer une école à deux vitesses où les élites vont mettre à l'abri leur progéniture dans les quelques lycées publics d'élite et dans l'enseignement privé, tandis que le reste sera livré à l'hyperviolence, au règne des réseaux sociaux, à une forme de néant. À une forme de nihilisme, à une promotion de la sous-culture. Écoutez, il faut dire les choses. Les gamins qui vont à l'école sont là pour acquérir les savoirs fondamentaux et non pas se familiariser avec l'univers merveilleux des drag queens. Voilà. Alors, si ça fait de moi un homme d'extrême droite de vous dire ça, eh bien, peu me chaud. Est-ce qu'il y a une dernière question, Éric Nolot, est-ce qu'il y a une responsabilité médiatique? Certaines émissions, comme celle de Cyril Hanouna ou d'autres, ont tendance à fixer les règles du jeu. Est-ce que ça ne crée pas en fait des figures de la nature même de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, qui peut dire tout finalement et son contraire? Écoutez, c'est l'école. Que les gamins regardent Cyril Hanouna, avec lequel j'ai travaillé, autant être honnête avec nos auditeurs, mais c'est l'école. L'école a démissionné. Regardez la politique, la polémique plutôt, excusez-moi, absurde autour des groupes de niveau. Tout le monde sait que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut prendre les gamins qui sont en difficulté, les mettre un peu à part. C'est pas de la ségrégation, il faut remonter le niveau et que les autres puissent avancer à leur rythme. Mais l'idéologie prime sur la réalité. Reprenons en main l'école et nous aurons fait un grand bout du chemin. Merci Éric Nolot. Merci à vous d'être venu ce matin. La République, c'était lui. Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. C'est une contribution déjà aux réflexions politiques qui vont précéder cette campagne des européennes. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir autour de ce micro une prochaine fois. Merci, à bientôt Éric.